cher Monseigneur Ghiarpini, mesdames et messieurs, pourquoi cette thématique de l'interculturalité dans la société et dans l'Église? Il est toujours périlleux de présenter une thématique dont on n'est pas expert, devant des spécialistes, il y en a au moins un et peut-être plus, et avant que ces spécialistes ne prennent la parole. Parce qu'il y a toutes les chances qu'ils contredisent totalement ce que je vais vous dire à l'instant. Bon. Comme l'introduction de ces 2 journées m'a néanmoins été confiée, je me dois pourtant de me lancer, ce que je fais. Par conséquent, permettez-moi de vous faire part de quelques idées probablement contestables, qui seront certainement contestées aujourd'hui et demain, par vous ou par d'autres. Ces idées n'ont pour seul objectif que de vous inviter à la réflexion et peut-être de provoquer, ce qui est un peu plus fort que susciter, provoquer votre intérêt. Le susciter, mais provoquer aussi. Enfin, je ne vais rien dire, je crois, contre la foi et les mœurs, mais bon, voilà. Le thème de la session de formation 2023 mérite une explication. Quand elles ont entendu le titre, plusieurs personnes ont pensé que nous allions parler de l'islam, très présent à Bruxelles et un peu dans certains coins du Hainaut, et de relations islamo-chrétiennes. D'autres ont imaginé que nous allions aborder l'accueil et le non-accueil des migrants, et de la part que l'Église prend dans cet accueil. Bon, il y a de cela. Mais ce ne sera pas le cœur de notre propos. Parce que ces 2 perspectives posent la question en termes de eux et nous. Nous qui sommes chez nous, et eux qui sont différents, nos hôtes, plus ou moins acceptés et ou tolérés, dont on suppose qu'ils repartiront un jour chez eux. Beaucoup de migrants partagent d'ailleurs cette opposition nous-eux, et parfois ils rêvent de repartir dans leur pays dès que possible, qu'ils ont dû quitter pour des raisons de guerre ou des raisons économiques, ou pour étudier, ou par amour, ou autre chose. Il faut toujours se souvenir que la majorité des migrants, en Europe sont des migrants légaux, et que ce sont les pays du Sud qui accueillent la plus grande partie des migrants. Je laisse aussi à votre sagacité la réponse à cette question. Pourquoi appelle-t-on migrant un Africain qui vient en Europe et expat ou coopérant ou ethnographe un Européen qui va en Afrique? Bon, si on a comme cadre de référence l'opposition nous-eux et que l'on comprend que certains de ces migrants restent et resteront en Belgique, et pour beaucoup sont nés en Belgique de parents migrants, donc ce ne sont pas des migrants, ils sont des enfants de migrants, et ont la nationalité belge, parfois depuis leur naissance, on se pose la question de la multiculturalité. Pour le dire d'une façon sans doute imprécise, la multiculturalité est la coexistence de plusieurs cultures au sein d'un même espace géographique. La question est alors de savoir comment organiser au mieux la coexistence afin d'assurer le vivre ensemble. Par exemple, peut-on permettre à un homme sikh de porter un poignard dans l'espace public, sachant que le poignard est pour lui un signe de religiosité et d'appartenance culturelle, et de masculinité en l'occurrence? Doit-on interdire le port du voile à l'école? Et si oui, cela s'applique-t-il aussi aux religieuses catholiques? Faut-il rendre fériés les jours de fête musulmans ou juifs? Et pour l'Église, comment gérer les mariages mixtes? Mixtes ne signifiant pas ici un homme et une femme, ça dans l'Église catholique romaine c'est plutôt bien géré cette mixité-là. Ça ne pose pas trop de problèmes, mais un ou une catholique et un ou une musulmane, par exemple. Ces questions-là sont celles de la multiculturalité. Elles sont passionnantes, nous y toucherons, dis-je en touchant la lampe, notamment avec les 2 exposés de ce matin, mais elles ne sont pas le sujet premier de nos 2 journées de formation. Ces 7 et 8 mars, nous traiterons d'interculturalité, c'est-à-dire des rencontres entre cultures, des brassages, alliances, transformations, déplacements, métissage, recomposition, etc., qui font que eux sont une partie de nous et nous devenons eux tout en restant nous. Par exemple, un peu tarte à la crème, mais en tout cas alimentaire comme exemple, que seraient les Belges sans les frites et les Italiens sans les tomates? 2 produits venus des Amériques. Qui sait que le jeans, ce produit typiquement américain,
doit son nom de la ville de Gênes, en Italie, où on utilisait un tissu de coton et de lin très populaire, et que le denim, tissu très résistant, tire son appellation de la ville de Nîmes, en France, et pas du tout aux États-Unis. Que serait la langue française sans l'apport du grec? Pas de téléphone, de chambre, de cactus, ni d'épiscope, de parousie, de Christ, ni de consubstantialité. Que serait la langue française sans l'apport de l'anglais? Pas de parking, ni de living, ni de week-end. Nous aurions seulement une fin de semaine qui n'est pas le samedi et le dimanche, mais le jeudi et le vendredi. De l'arabe, nous avons l'alchimie et la chimie, le café et sa tasse, ainsi que le sirop et le sucre. Nous avons failli ne pas avoir de sucre, mais sans aucun rapport avec l'arabe. C'est uniquement parce que j'avais oublié d'en prendre. Et si nous n'étions pas en carême, je vous dirais Amen, Alléluia, Yallah. 3 termes tout à fait catholiques, évidemment. Dans l'Église, l'interculturalité s'est posée dès le départ. On peut même dire qu'elle fut fondatrice de l'Église, cette interculturalité, puisque les évangiles semblent avoir été écrits directement en grec. Enfin, je me lance sur le terrain difficile, glissant de l'exégèse, mais voilà, j'ose tout. Les évangiles semblent avoir été écrits directement en grec, la langue commune du bassin méditerranéen oriental et des élites romaines de l'époque, ce qui a nécessité la traduction ou l'importation de mots hébreux ou araméens. La conversion de peuples en Europe, ce cher Clovis et Charlemagne, et ailleurs, l'Inde, l'Afrique, la Chine, et jusqu'au Barouillat de Nouvelle-Guinée, si cher à Maurice Godelier, l'un des patriarches de l'anthropologie, cette conversion de peuple a conduit sans cesse à repenser la foi, les dogmes et les rites. Et cela continue aujourd'hui, y compris en Belgique, en raison des PVA. Vous savez que PVA signifie prêtres venus d'ailleurs, qui sont majoritaires dans le clergé énuillé de moins de 65 ans. PVA devrait aussi désigner les paroissiens venus d'ailleurs, qui sont eux aussi de plus en plus nombreux dans nos églises. Bon, je n'ai pas fait le calcul, mais dimanche prochain à la messe, regardez autour de vous la couleur de peau des pratiquants de moins de 40 ans. Si vous avez dans votre église des pratiquants de moins de 40 ans, bon. Ces pratiquants de moins de 40 ans sont probablement belges nés en Belgique. Pour la plupart, ils passeront leur vie en Belgique et ils mourront dans leur pays, c'est-à-dire la Belgique. Mais leurs parents sont congolais, camerounais, rwandais, burundais, togolais. Je dis ça pour le chauffeur de l'évêque, j'espère ne pas me tromper. Et si l'on regarde celles et ceux dont les grands-parents ou les arrière-grands-parents étaient des migrants, on voit des Polonais, des Italiens et même des Ukrainiens. Bien sûr, si on sort de nos églises et qu'on regarde dans la société, il faut aussi citer les Marocains, Turcs, Tunisiens, Algériens, etc. Moi-même, je suis un immigré, un travailleur immigré, puisque je viens du Brabant wallon et que j'ai un grand-père français, l'autre grand-père flamand. Je n'invente pas, une grand-mère wallonne et l'autre bruxelloise, ecto-bruxellard. Tout ça, ça fait des Belges. La question de l'interculturalité n'est pas celle de la coexistence, ça c'est la question de la multiculturalité. La question de l'interculturalité est celle de la composition. Comment faire droit aux origines des uns et des autres, sachant que nos origines nous constituent? Passer de la multiculturalité à l'interculturalité demande un changement de représentation mentale, un changement de cadre mental. Il faut abandonner, métaphore agricole, il faut abandonner le modèle de l'abricot pour adopter celui de l'oignon. Bon, un abricot, c'est un noyau, de la chair et une peau. Enfin, en gros, sauf s'il est gâté, mais en gros, c'est ça. Utilisé pour penser un être humain, cela donne ceci. Un noyau génétique, c'est tellement connu, contre la biologie, on ne peut rien faire. Enveloppé d'une chair psychologique, chacun a sa personnalité propre, n'est-ce pas? Elle-même entourée d'une fine couche culturelle. Un gros noyau, beaucoup de chair, fine couche culturelle. Vous pouvez troquer l'abricot contre un avocat, qui a une peau plus épaisse et plus dure, mais ça ne change rien au modèle. La culture est vue comme un englobant. Si vous avez une caissette d'abricots ou d'avocats, tous sont les uns à côté des autres, et tous sont indépendants. Ça, c'est le modèle. Vous pouvez aussi mettre dans une même caisse des abricots et des avocats, vous les reconnaîtrez aisément. Les cultures ne se mélangent pas. Donc si vous pensez en termes d'abricots ou d'avocats, vous pouvez penser la coexistence des cultures, mais vous pouvez difficilement penser, vous n'avez pas de métaphore pour penser l'interculturalité.
Adoptons l'oignon. Enlever une première couche, puis une deuxième, puis une troisième. Alors, le but n'est pas de pleurer en enlevant les couches. Hein, bon, là, on file la métaphore trop loin. Mais enlever une première couche, puis une deuxième, puis une troisième. Vous n'arriverez jamais au noyau pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de noyau. Il n'y a qu'une accumulation de pelures successives. Un être humain, c'est ça. Du social et du culturel de part en part. Il n'y a que de la peau. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de psychologique ni de biologique. Si vous me poussez un peu dans mes retranchements, je vous dirais que quand même, il n'y a pas de biologique et de psychologique. Mais enfin bon, quand même, bon, allez. Je veux dire que le psychologique et le biologique sont eux-mêmes traversés de culturel. Votre papa, votre maman, votre culture sont dans votre tête et dictent largement vos actes. De même, les gens ne se marient pas parce qu'ils sont mus par leurs gènes, contrairement à ce que pensent des sociobiologistes. Ils se marient en raison de règles sociales d'échange. Ils se marient parce qu'ils s'aiment aussi, mais enfin bon, ils se marient essentiellement en raison de règles sociales d'échange plus ou moins compliquées, plus ou moins contraignantes selon les cultures. Par conséquent, nous sommes tous et toutes le fruit d'une culture. La culture est un ensemble flou de traits en recomposition permanente, et donc l'interculturalité est en réalité la norme et pas l'exception. Voilà où je souhaiterais vous amener. Mais alors, bon, j'ai encore un peu de temps, mais alors si la culture est de l'interculturel, partout et toujours, pourquoi, bon Dieu, est-ce si difficile de mettre en œuvre des pratiques d'interculturalité? Pourquoi est-ce si difficile d'accueillir les autres? Pourquoi, par exemple, accepte-t-on dans nos célébrations un chant en kikongo, mais pas tous les chants? Ça peut être en italien aussi. On peut reprendre un exemple qui m'était soufflé par le vicaire général. Alors lui, il le fait avec l'accent italien. Moi, hier en répète, j'osais le faire, mais aujourd'hui, non. Bon. Qu'est-ce qui pousse un vieil Italien de la Louvière à dire « Monsieur l'abbé, voilà que je me lance. Monsieur l'abbé, aujourd'hui à la Louvière, il n'y a plus que des étrangers. » Évidemment, il ne visait pas les Italiens en parlant d'étrangers. Bon, il visait, je ne sais pas moi, des Turcs, des Marocains, j'en sais rien, mais peut-être des Congolais ou des Camerounais. Bon. Alors ça, c'est très étonnant et probablement, enfin pas probablement, le vicaire général a relevé ça parce que d'une part, il a un esprit sagace, mais aussi parce qu'il est belge et pas né en Italie et pas de parents italiens. Il a sûrement des grands-parents ou des grands-parents suisses, mais enfin, c'était pas un Suisse qui disait ça, c'était un Italien. Bon. Ça veut donc dire aussi dans cet exemple que pour cet Italien de la Louvière, et il avait raison, cet Italien de la Louvière, les Italiens de la Louvière sont parfaitement intégrés. Même s'ils continuent à aller dans la communauté italienne, alors plus à la Louvière, mais il y a encore des restes, si j'ose dire, de cela. Bon, donc pourquoi est-ce que c'est si difficile d'accueillir les autres, pourquoi est-ce que c'est si difficile de ne pas se rendre compte que nous sommes sans cesse en recomposition de nous-mêmes, sans cesse en recomposition des cultures? La réponse à ces questions est simple, quoique effrayante. Enfin, moi, elle m'effraie. D'une part, toute identité a besoin de l'impression de stabilité. Une identité sans stabilité, ça ne peut pas exister. On ne se sent pas à l'aise, en tout cas. D'autre part, toute identité se constitue par opposition. Une identité, c'est de l'opposition. Toujours. C'est ça qui est effrayant. L'illustre sociologue Pierre Bourdieu, bon, j'ai cité Maurice Godelier, et Bourdieu a bien droit aussi à une petite citation. L'illustre sociologue Pierre Bourdieu a très bien résumé cela en disant « Nos goûts sont toujours le dégoût du goût des autres ». Comme il est presque 10 heures du matin, je répète, la formule a l'air compliquée, elle est en fait très simple et redoutable. Nos goûts sont toujours le dégoût du goût des autres. J'aime faire ceci et pas cela parce que les autres aiment faire cela et pas ceci. Une private joke presque pour les Glinois, il y en a quelques-uns dans la salle. Glin n'est évidemment pas dans le borinage. Alors, vous demandez à un Glinois si Glin c'est le borinage, il vous dit mais non, ça n'a rien à voir. Bon. Pour moi qui viens du Brabant wallon lointain,
Vous savez, le pays où, comme vous êtes tous du Hainaut, ça va vous parler, le pays où tout le monde, absolument tout le monde, roule en Mercedes aux poignées dorées, il paraît, c'est bon. Voilà. Eh bien, d'abord Glun, on ne sait pas où c'est, hein, mais bon, vous prenez quelqu'un de Charleroi, il va vous dire évidemment que Glun, c'est le borinage. Et vous prenez un borin, il va vous dire probablement aussi que Glun, enfin, pas probablement, j'ai vu des borins qui m'ont dit, mais évidemment, Glun, c'est le borinage. Bon. Qu'est-ce qui se joue là-dedans? Eh bien, c'est que pour être vraiment glinois, il faut s'opposer à quelqu'un d'autre. Et à qui on va s'opposer? À ses voisins. Donc Glun, c'est pas dans le borinage. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez de votre vie, vous pouvez parfaitement dire que c'est dans le borinage. Personnellement, peu me chaud. Parce que mon identité ne se joue pas là. L'identité, donc, c'est de la distinction. Et j'en rajoute une couche. Pour être quelqu'un de distingué, il faut se distinguer. Et ce qui est effrayant, c'est que toute distinction est donc une hiérarchisation. Dire Glun, c'est pas le borinage, c'est sous-entendre Glun, c'est quand même mieux. C'est ça. C'est pour ça que les Glinois sont tellement à cran autour de cette histoire-là. Mais ça marche avec Binche chez les villages, ça marche avec Charlot, enfin ça marche partout évidemment. Hein. Bon. Si j'ai appris qu'il faut donner une poignée de main ferme parce que c'est viril, je vais juger que ceux qui ne serrent pas fort la main sont des mauviettes. Inversement, si je tends la main sans serrer, je trouverai que ceux qui écrasent les phalanges sont des brutes épaisses. Si j'aime la musique classique, je vais juger que ceux qui aiment Johnny Hallyday n'ont pas bon goût. Avoir une Rolex à 50 ans sera considéré par Jacques Séguéla comme un signe de réussite, et pas que par Jacques Séguéla. Dans d'autres milieux ou dans d'autres classes sociales, sera considéré comme snob et comme le summum du ringard par ceux qui possèdent une Breguet ou une Breitling. Le noble Valéry Giscard d'Estaing jouait de l'accordéon pour montrer qu'il était un homme du peuple, tandis que Jacques Chirac, grand amateur de foires agricoles et de palpage de vaches, jugeait insupportable pour les travailleurs français habitants des HLM le bruit et l'odeur de leurs voisins de paliers immigrés. Bon. En tout cas, c'est un moment de sa vie dans une conférence, il faisait ça. Ouais. Derrière la cuisine au beurre ou la cuisine à l'huile, pour faire référence à un film que les plus anciens d'entre vous ont vu, et comme vous avez tous mon âge, ou à peu près, vous avez à peu près tous vu ce film-là, il y a des visions du monde derrière la cuisine au beurre ou la cuisine à l'huile. Tout comme il y en a pour ceux qui communient sur la langue et ceux qui reçoivent l'hostie en main. Ce qui se joue derrière le nom de Shanky Congo, c'est qui je suis et qui nous sommes. Tout comme c'est bien l'identité qui est en jeu dans la revendication de transmettre la foi et les valeurs chrétiennes à nos enfants et petits-enfants, il y a évidemment l'idée de faire connaître Dieu, mais aussi celle de voir reconnu par la jeune génération mon mode de vie. La transmission est de l'ordre du tissage et de la composition. Mais c'est un autre thème, peut-être pour une session future. Aujourd'hui et demain, nous parlons de l'interculturalité. Interculturalité qui est notre condition. Michel Serres, le philosophe, jadis utilisait la figure d'Arlequin pour définir l'humain. Vous savez, Arlequin, c'est celui qui a une peau bigarrée. On pourrait dire que nous sommes toutes et tous des êtres à la peau bigarrée et aux vêtements bigarrés, des métis. Évidemment, ceux qui me connaissent savent que j'ai avec le métissage des liens un peu particuliers. L'interculturalité est aussi notre réalité sociale avec un nombre significatif de migrants, eux parmi nous, eux qui sont une part de nous. Enfin, l'interculturalité est une tâche nécessaire et toujours à recommencer, celle de déhiérarchiser nos distinctions pour qu'elles nous enrichissent au lieu de nous séparer. Dans l'Épître aux Galates, saint Paul écrivait « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. » Galates 3, 28. Il ne faudrait pas surinterpréter ce passage, car Paul ne supprime pas les distinctions. Il invite d'ailleurs à les maintenir, par exemple en exhortant les esclaves à souffrir leurs conditions, en attendant la fin des temps. Sauf que Paul relativise les distinctions, invitant à ne pas les raidir, car tous ne font qu'un dans le Christ. Saint Paul n'est donc pas l'apôtre, enfin Simon Navo demain me contredira ou pas, mais il me semble que Saint Paul n'est pas l'apôtre des gentils, il est l'apôtre du dépassement des gentils et des juifs, ce qui n'est pas la même chose. L'unité des chrétiens est fondamentale et c'est à partir d'elle que les différences peuvent se vivre. C'est dit, il reste à le faire, l'objet de cette session est d'y contribuer. Et pour cela, mon temps est écoulé, pour cela,
nous allons avoir maintenant la joie, le plaisir, l'avantage et l'honneur d'écouter le professeur Bruno Schumacher, professeur de démographie à la Faculté des sciences économiques, sociales et politiques et de communication de l'Université catholique de Louvain, et chercheur après l'italien, je me lance à l'anglais, à l'Institute for the Analysis of Change in Contemporary and Historical Societies, et c'est là que vous vous rendez compte que mon anglais est bien pire que mon italien, qui est déjà pas terrible. Bref, l'acronyme c'est IACOS. Bon, voilà. Il travaille sur des questions de fécondité, j'imagine que ça fait partie du core business, du cœur de métier de tout démographe. Mais nous l'avons invité non pas pour nous parler de questions de fécondité, mais parce qu'il est un spécialiste de l'étude des migrations internationales, en particulier entre l'Afrique et l'Europe. Il a notamment coordonné une enquête menée en 2016 et 2017 auprès des personnes d'origine africaine en Belgique, dans le cadre du projet des citoyens aux racines africaines. Il était donc tout à fait indiqué pour nous parler de la réalité des migrations en Belgique. Et je propose qu'on l'applaudisse. Comme ça, il montera plus facilement sur scène. Je vais commencer en étant assis. Bonjour à toutes et à tous. Et merci de m'avoir invité à venir faire cette présentation. Merci. Bon, je compte parler debout, sauf si ça vous gêne de me voir me promener, mais j'ai l'habitude avec les étudiants de me balader, donc plutôt que de rester assis. Je vais d'abord lancer le PowerPoint. Voilà. Alors, j'ai pas pris ma Rolex, malheureusement, donc je vais devoir me promener avec mon téléphone pour voir l'heure. Et donc, je me présente rapidement. Stanislas Depré l'a fait, je suis M. Schumacher, Bruno Schumacher, démographe à l'Université catholique de Louvain, et je travaille notamment sur l'immigration africaine, comme ça a été mentionné, pas uniquement. On a fait plusieurs travaux relatifs à l'immigration africaine en Belgique et en Europe de manière plus générale. Bon, ici, je ne vais pas parler de l'immigration africaine de manière spécifique, je vais plutôt faire une présentation globale sur l'immigration, l'histoire de l'immigration en Belgique, et surtout un focus sur la période récente. Donc récente, on dit récente, c'est les 30 dernières années, et parfois sur vraiment les années très récentes également. Donc je suis démographe, qui dit démographe dit chiffres, graphiques, donc ma présentation va être pas mal illustrée par des graphiques et des chiffres. Et je pense que Jacinthe fera le contrepoids en ayant une approche anthropologique, donc un peu différente de la mienne, qui se compléteront, j'espère. Alors je vais aborder la question à travers 5 grands points. Donc le premier, c'est une question... Je vais risque faire du Larsen ici, je ne vais pas aller trop près. Le premier, c'est la question de la mesure des migrations. Et en fait, on va élargir cette question-là aussi à la nationalité, le fait d'être étranger, et puis de manière un peu plus générale, la question de l'origine, qui va au-delà en fait de la migration, mais aussi de la 2e génération, voire la 3e génération. Donc je vais d'abord parler de ce point-là, et puis faire un retour en arrière sur grosso modo un siècle, et puis me focaliser sur une période relativement récente, sur l'histoire de l'immigration, comment est-ce qu'elle a évolué en Belgique, et aussi comment est-ce qu'elle a contribué à l'évolution de la démographie belge, et notamment à l'effectif de la population en Belgique. Dans un 3e point, je parlerai des 30 dernières années. En fait, c'est là qu'on a connu le plus de changements en matière de migration. Donc une croissance assez importante de l'immigration et qui, selon moi et selon d'autres aussi, est là pour durer. Et ce qu'on appelle parfois le brassage culturel qui est en route, le brassage des populations, ben on est vraiment dans cette période-là. Et puis je reviendrai dans un 4e point sur quelques caractéristiques très spécifiques. Donc d'où viennent les personnes immigrées en Belgique, quel âge elles ont, sont-elles plutôt des hommes ou des femmes? Quels sont les titres de séjour que les personnes ont pour venir en Belgique? Et aussi où est-ce qu'elles vivent? Et j'aurai quelques petites cartes notamment qui permettront de voir la situation du Hainaut pour voir comment le Hainaut se situe par rapport au reste de la Belgique. Et un petit point sur l'emploi, parce que c'est quand même une question qui est beaucoup débattue, qui est très importante, notamment pour l'inclusion. Donc je reviendrai très rapidement là-dessus, si j'ai le temps.
Et puis je ferai une petite conclusion avec des perspectives. Alors tout ce que je présente ici est basé sur des travaux de moi-même et de collègues aussi, hein, et de l'Office belge de statistique, StatBel, de Myria, du centre UNIA. Donc il y a énormément de travaux de statistiques qui sont disponibles. Je ne vais pas les présenter en détail, mais bien sûr, il y a énormément de travaux sur le sujet en Belgique. Alors, premier point, comment est-ce qu'on mesure les migrations en général et en Belgique, ou à quoi on fait référence quand on parle de migration? Alors, on va souvent parler de migrants, et là c'est la terminologie des démographes, qui correspond peut-être pas à celle du langage commun, mais c'est celle que je vais utiliser ici. Quand on fait référence à des migrants en démographie, on fait référence à des personnes qui sont nées dans un autre pays que celui dans lequel elles résident. Si je suis né en France et que je vis en Belgique, je suis un migrant ou une migrante, quelle que soit ma nationalité. Donc ça, c'est le terme qu'on utilise généralement. Et on va parler de stock. Je sais que le terme n'est pas très joli, mais voilà, des démographes parlent de stock pour faire la distinction avec des flux. Donc je vais utiliser pas mal ces termes-là. Et ces stocks de migrants, donc ces effectifs, si vous préférez, sont alimentés par des flux, donc des immigrations, des entrées, j'en parlerai aussi, et sont également modifiés par les émigrations, donc les sorties. Et il ne faut pas être grand mathématicien pour comprendre que si les entrées sont supérieures aux sorties, le stock augmente, et on est dans cette situation-là actuellement, grosso modo, une différence, un solde migratoire de 50 000 personnes par an en Belgique actuellement, grosso modo. Alors, comment est-ce qu'on mesure les stocks et les flux? Alors, je n'ai pas mentionné les décès, mais il y a évidemment aussi des décès, mais qui parmi les personnes migrantes sont relativement faibles par rapport aux entrées et aux sorties par immigration et immigration. Comment est-ce qu'on mesure? D'où viennent les données que l'on utilise? En Belgique, elles viennent principalement du registre national. Donc vous êtes tous vraisemblablement inscrits au registre national, vous avez votre numéro de registre sur votre carte d'identité. En Belgique, c'est le système d'information principal pour mesurer les entrées et les sorties, mais aussi les stocks, donc le nombre de personnes migrantes. On a aussi des recensements, on a des enquêtes, mais en Belgique, c'est surtout le registre qu'on va utiliser. Et c'est un peu différent de ce qu'on trouve dans d'autres pays. Donc il n'y a pas énormément de pays qui ont des registres. En Belgique, on est bien doté, et c'est ce qui fait qu'on a des chiffres quasiment en temps réel. Pour les flux, même chose, c'est le registre national qui va nous permettre de savoir combien de personnes immigrent ou émigrent en Belgique chaque année. Et où est-ce qu'elles vivent, etc. Alors, comme je le disais tout à l'heure, si les entrées sont supérieures aux sorties, le stock augmente, et on va en discuter plus en détail dans un instant. Donc là, j'ai parlé je reviens un petit peu en arrière, j'ai parlé de migrants, donc des personnes qui sont nées à l'étranger. Et je vais aussi parler des étrangers, et ce sont deux concepts qui ne sont pas identiques, qui sont évidemment liés, mais qui ne sont pas équivalents. Et on va faire une petite distinction. Je suis désolé d'être un petit peu long sur les définitions, mais c'est quand même important pour bien comprendre de quoi on va parler, ou de qui on va parler plus précisément. Donc, migrants, population née à l'étranger, différente de population de nationalité étrangère, qu'on va nommer les étrangers. Il y a une grande part qui est commune, mais pas entièrement. Et donc, on va distinguer les personnes qui sont nées à l'étranger, mais qui ont la nationalité belge, des personnes qui sont nées belges à l'étranger. Je peux être né au Congo avec la nationalité belge et puis venir en Belgique, je serai un migrant. Des personnes qui ont obtenu la nationalité belge, donc personnes qui sont nées étrangers à l'étranger, qui sont venues en Belgique, qui ont obtenu la nationalité belge, donc ne sont plus étrangers, mais sont migrants. On a des populations nées à l'étranger de nationalité étrangère, et puis on a un petit groupe de personnes, donc le dernier, s'il veut bien s'afficher,
population de nationalité étrangère née en Belgique. Donc voilà, ce sont deux concepts distincts en démographie, j'utiliserai un peu les deux, mais on va surtout parler des populations migrantes ici. Alors, combien y a-t-il d'étrangers et de migrants au sens démographique du terme en Belgique? À peu près 2 millions de migrants en Belgique actuellement, donc 2 millions de personnes nées à l'étranger sur une population de 11 500 000, 11 600 000, donc un peu moins de 20%, 18% de la population qui réside en Belgique est née à l'étranger. Combien d'étrangers? Nettement moins, 1 480 000 à peu près, donc grosso modo 13% de la population en Belgique. Pourquoi? Essentiellement parce que beaucoup de migrants obtiennent la nationalité belge à un moment donné, de moins en moins facilement. Il y a des politiques qui ont tendance à réduire ou à limiter l'accès à la nationalité, mais ça reste quand même, pour les personnes qui restent à long terme, le parcours classique. Alors, un peu plus en détail, on a 1 248 000 de personnes nées à l'étranger qui sont toujours de nationalité étrangère, ça c'est en 2022, 848 000 qui sont nés à l'étranger et qui sont belges, 20% sont nés belges, mais 80% ont obtenu la nationalité belge, et puis ce plus petit groupe de personnes nées en Belgique de nationalité étrangère. Donc ça c'est pour les chiffres de départ, comme ça on a des ordres de grandeur, et on va voir que ça a évolué au fil du temps de manière assez importante. Alors, est-ce que c'est élevé? Est-ce que c'est faible? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Bon, on pourrait débattre longuement là-dessus en se basant sur toutes sortes de critères. Le plus simple ici pour se repérer, c'est de comparer à d'autres pays, notamment des pays voisins, des pays européens. Donc la Belgique, elle est ici, entourée en vert. En orange, c'est la proportion de migrants, donc les 18% que je mentionnais. En bleu, la proportion d'étrangers, les 13%. Voilà, on n'est pas dans les pays européens avec les niveaux les plus élevés, on n'est pas non plus dans les plus faibles, on est un peu au-delà de la moyenne européenne. Donc en Belgique, la proportion d'immigrés et la proportion d'étrangers est plus élevée que dans la moyenne européenne, plus ou moins au même niveau que l'Allemagne, que l'Espagne, bien plus haut que la France, mais sensiblement plus bas que la Suisse. Donc dans la moyenne haute, on va dire. Plus bas que les États-Unis, plus bas que le Canada, mais beaucoup plus haut que l'Europe de l'Est, la Hongrie, la Bulgarie, où les étrangers, les immigrés sont très peu nombreux. Et je ne parle pas du Japon, où il n'y a quasiment pas d'immigration et très peu d'étrangers. Alors, avant d'aller plus loin dans l'histoire de l'immigration, une petite description de qui sont les personnes immigrées en Belgique, ou qui sont les migrants qui vivent en Belgique actuellement. On reviendra sur quelques origines plus tard, mais actuellement, ce sont les personnes nées au Maroc qui sont les plus nombreuses parmi les migrants en Belgique. Donc, on est au-delà de 200 000 personnes. Et viennent ensuite des pays voisins avec lesquels il y a une histoire migratoire assez longue, la France, les Pays-Bas, l'Italie. La Roumanie, on en reparlera plus tard, c'est le pays européen à partir duquel les flux sont actuellement les plus importants, à l'exception de ceci. Et puis Turquie, Congo, Russie dans les pays non européens, et puis d'autres pays européens ici. Et si on continue le classement, on va trouver d'autres origines africaines, Cameroun, Guinée, mais aussi Syriens, Afghans, et j'en parlerai aussi un petit peu tout à l'heure. Alors, toujours avant de passer à l'historique, je vous ai dit qu'au-delà de la nationalité et du pays de naissance, on parle aussi de la population d'origine étrangère. Et depuis quelques années, l'Office belge de statistique produit des statistiques, c'est tout récent, sur l'origine étrangère. Comment est-ce qu'on la mesure? Une personne sera considérée comme ayant une origine étrangère si elle-même était de nationalité étrangère à la naissance, ou si au moins un de ses deux parents était de nationalité étrangère à la naissance. Et là, on arrive sur une population qui est beaucoup plus large, et puis si on remonte
à la troisième génération, etc., on va avoir des 50-60% de population d'origine étrangère. En Belgique, on a presque 4 millions de personnes d'origine étrangère selon cette définition, c'est-à-dire un tiers de la population de la Belgique. Et dans le Hainaut, c'est 40%. Donc ça veut dire que 40% de la population a au moins un de ses deux parents né étranger ou est lui-même ou elle-même né étranger. Et je montrerai des petites cartes tout à l'heure pour montrer comment sont localisées les populations d'origine étrangère en Belgique. Alors un petit mot sur une population qui est souvent invisible ou moins visible dans les statistiques démographiques. On en parle beaucoup, notamment dans les médias, mais quand on comptabilise les personnes immigrées en Belgique, elles sont souvent moins visibles. La première catégorie sont les demandeurs d'asile, qui, je ne vais pas rentrer dans des débats trop techniques, mais qui ne sont pas enregistrés dans les flux d'immigration classiques. Donc tout ce que je vais vous montrer ici n'inclut pas les demandeurs d'asile, sauf au moment où ils sont reconnus réfugiés, et à ce moment-là, ils intègrent le circuit, on va dire, statistique classique. Mais c'est une minorité de personnes qui obtiennent le statut de réfugié. Donc la plupart sont invisibles, on va dire, dans les statistiques, y compris dans les statistiques de population. Donc les stocks de migrants, comme on dit, ne vont pas inclure les demandeurs d'asile tant qu'ils n'ont pas obtenu un statut, soit de réfugié, de protection subsidiaire, ou une régularisation d'une autre manière. Donc il faut le savoir, on pourra en reparler un peu plus tard si vous le souhaitez, mais ce sont des personnes qui sont quand même assez nombreuses et dans des situations précaires et qu'on ne voit pas nécessairement. Et puis, deuxième catégorie, les personnes en transit qui ne sont jamais enregistrées dans le registre national, qui sont en transit mais qui parfois restent longtemps, très difficile à estimer comme population, et donc je ne vais pas en parler, en tout cas dans les chiffres, je n'en parlerai pas, mais on pourra en parler aussi un peu plus tard si vous le souhaitez. Voilà pour cette première partie plutôt définition. Alors, on va revenir un peu en arrière et voir quelles sont les grandes tendances de l'immigration en Belgique depuis, là je vais remonter d'abord au 19e siècle, fin du 19e siècle, et puis après c'est difficile d'aller plus loin et souvent on doit même prendre des périodes plus récentes si on veut des chiffres un peu sérieux. Donc je vais travailler sur des périodes un peu variables en fonction des données dont on dispose. Et avant de parler de migration, je vais revenir sur la population de la Belgique pour qu'on voit dans quelle tendance globale les migrations se situent. Ça, c'est la population de la Belgique depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, 2022. Donc je vous disais, en Belgique, on a des chiffres démographiques assez exceptionnels, donc on peut reconstituer ça de manière assez fine jusqu'au 1er janvier 2022, si j'avais un peu cherché plus, jusqu'au 1er janvier 2023. La population de la Belgique, elle est passée d'un peu moins de 4 millions d'habitants à presque 12 millions, elle a triplé depuis sa création. Donc il y a une tendance quasiment linéaire en fait, dans l'évolution de la population. Évidemment, il y a des guerres qui ont eu des impacts, mais à long terme, la population de la Belgique croît. On se focalisera un petit peu sur une période un peu plus récente, à partir de 1880, mais ça ne change pas le fond de l'histoire. Alors, une population, là c'est le démographe qui parle, une population, elle croît en fonction de deux types de facteurs, donc l'émigration, ce qu'on va appeler le solde migratoire, et le solde naturel. Et vous verrez pourquoi je passe un peu de temps là-dessus, parce que c'est important pour comprendre la tendance de long terme et les évolutions futures. Donc, solde migratoire, on va surtout parler de ceci. Le solde migratoire, c'est la différence entre les flux d'immigration, donc les entrées, et les sorties. Et donc, comme je le montrais sur le graphique précédent, si les immigrations sont supérieures aux émigrations, le solde sera positif et ça fera gonfler le stock. On a aussi le solde naturel, qui est constitué de la différence entre les naissances et les décès. Plus de naissances que de décès, la population croît. Et dans l'histoire de la Belgique, mais c'est dans l'histoire européenne de manière générale, ou des pays occidentaux, et c'est ce que vivent actuellement la plupart des pays du monde, on est passé d'une période où la croissance démographique était
quasiment exclusivement ou très largement lié aux excès de naissance par rapport au décès, donc au solde naturel. Donc c'est ce qui est repris ici. À la fin du XIXe siècle, sur une période de 20 ans, il y a eu un accroissement d'environ 1 200 000 personnes. C'était exclusivement dû au fait qu'il y avait plus de naissances que de décès, parce que la mortalité avait baissé et il y avait encore beaucoup de naissances. Et puis, avec la transition démographique, ce que les démographes appellent la transition démographique, ce solde naturel a eu tendance à diminuer. Et dans certains pays, il est déjà négatif. Et parallèlement, au début du XXe siècle, on avait des soldes migratoires négatifs, donc davantage de départs que d'arrivées. Départ vers les États-Unis, vers la France, vers d'autres pays, vers l'Amérique du Sud. Pendant longtemps, le solde migratoire est resté relativement modéré, et là, depuis grosso modo une trentaine d'années, on a un solde migratoire qui est largement supérieur au solde naturel. Donc l'essentiel de la croissance démographique d'aujourd'hui est lié au solde migratoire. C'est l'excès entre guillemets, d'entrée par rapport aux sorties migration. Dans le passé, c'était le surplus de naissance par rapport au décès. Et c'est une tendance de long terme. Et donc, ça c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer. C'est vraiment une lame de fond. Ce n'est pas que la Belgique qui connaît ça, c'est tous les pays européens, à des degrés variables, mais c'est un phénomène qui est assez bien documenté. Ce qu'on va appeler, c'est un élément de ce qu'on appelle la deuxième transition démographique. Alors, on va se focaliser un petit peu plus sur cette période récente, donc de l'après-Seconde Guerre mondiale, pour justement regarder les entrées, les immigrations en vert ici, et les immigrations en bleu. Et le moment, le point de rupture, on va dire, dans la tendance, c'est ici, c'est 1990, pour diverses raisons, dans laquelle on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vraiment une charnière dans l'histoire de l'immigration en Belgique. Alors, première période dont on va discuter ici, et qui concerne beaucoup la région du Hainaut, enfin pas que du Hainaut, mais c'est l'après-Seconde Guerre mondiale, ce qu'on a appelé parfois la bataille du charbon, avec le recours à de la main-d'œuvre étrangère d'Italie, et puis ensuite du Maroc, d'Algérie, d'Espagne, de Turquie. Donc pendant grosso modo 20 ans, il y a eu des politiques que vous connaissez sans doute, et certains sans doute mieux que moi, des politiques de recours à la main-d'œuvre étrangère, donc avec des accords signés avec des pays, et avec aussi des politiques d'aide ou de soutien au regroupement familial pour faire en sorte que les populations restent en Belgique plutôt que d'aller en France ou en Allemagne où les salaires pouvaient être plus intéressants. Donc on est vraiment dans une période où on cherche à attirer l'immigration. Et puis progressivement, avec la crise économique, avec les difficultés économiques, il y a eu des changements dans les politiques avec, en 1974, ce qu'on a appelé la fermeture de l'immigration économique ou la fin de l'immigration économique ou de travail. Je suis désolé, on ne sait pas bien lire le PowerPoint ici, c'est un peu flou, mais toute cette période, c'est une période de durcissement progressif des politiques avec, en 1974, vraiment la fin de l'immigration de travail. En tout cas, ça devient beaucoup plus compliqué. Et à cette période-ci, milieu des années 70 au milieu des années 80, c'est une période qui est un petit peu... qui est différente dans cette histoire, où on a un solde migratoire négatif. On a plus de départs que d'entrées. Donc ici, les deux s'équilibraient plus ou moins, mais on avait quand même des pics d'entrée, mais quand même pas mal de départs. Ici, on a plus de départs que d'entrées. Donc pendant 10 ans, début des années 80, le solde migratoire en Belgique est négatif. Et puis très rapidement, en fait, les choses vont changer. Alors c'est intéressant parce que les démographes qui faisaient des projections de population à ce moment-là pensaient que ça allait continuer comme ça et que la population de la Belgique allait décliner. Et en fait, pas du tout. Très rapidement, il y a eu d'autres facteurs qui ont complètement contrebalancé
ces politiques de fin d'immigration de travail, il y a d'abord eu la construction et l'élargissement de l'Union européenne. Ça a été un facteur très important dans le développement de l'immigration en Belgique. Alors d'abord de pays plutôt voisins, mais ensuite notamment les pays d'Europe de l'Est, on en parlera. Il y a le regroupement familial qui s'est beaucoup développé, et on verra que c'est un des motifs principaux d'immigration en Belgique maintenant, en tout cas en provenance de pays tiers, non européens. Migration pour études, qui se sont aussi beaucoup développées à partir de cette période-là, et l'asile, migration d'asile. Donc même si elles n'apparaissent pas explicitement dans les statistiques, souvent l'immigration d'asile a contribué au flux, parce qu'il y a eu des personnes qui ont été reconnues comme réfugiés, et puis certaines ont été sans papier, régularisées, et ont contribué aussi à l'augmentation de l'immigration depuis les années 90. Alors récemment, et j'entoure cette période-ci, il y a eu une réforme, il y a une dizaine d'années, réforme de regroupement familial, avec un frein à l'immigration régulière, assez important, qui a surtout touché les populations d'origine turque et marocaine. Et donc on est bien en dessous de ce qu'on aurait observé s'il n'y avait pas eu cette politique. Et puis très récemment, on a une augmentation très importante des entrées liées à la guerre en Ukraine. On estime, des estimations pour l'instant, qu'il y a environ 60 000 à 70 000 personnes qui sont arrivées en plus cette année-ci du fait de la guerre en Ukraine. Donc ce qui est beaucoup à l'échelle des flux, puisqu'ici, de nouveau, on ne voit pas bien l'échelle, mais on est autour de 150 000 entrées en Belgique par an. Et sur une année, il y a 60 000 ou 70 000 personnes en plus. Donc on a une augmentation très, très sensible. Alors ce qu'on voit aussi ici, c'est que les entrées en vert ont augmenté, les sorties en bleu ont augmenté aussi, mais moins vite. Donc il y a des retours, on en parlait tout à l'heure, Stanislas Depré le mentionnait, il y a des retours ou des départs aussi de Belges qui partent vivre ailleurs, mais il y a une tendance quand même à l'installation ou à l'établissement de long terme et qui contribue à l'augmentation donc de la population migrante en Belgique. Et ça se traduit par une augmentation de la proportion de population migrante en Belgique. Donc, la courbe en rouge ici, c'est le total de la population de la Belgique depuis 1880. Donc, cette population qui augmente. Et ce que l'on voit, c'est qu'au fil du temps, et c'est lié à cette histoire migratoire, la différence entre la population non migrante ici en vert et la population migrante augmente, donc la proportion de population migrante augmente, et c'est une tendance de long terme, même s'il y a des politiques qui sont mises en place, et j'en parlerai plus tard, qui peuvent avoir tendance à réduire pendant un certain temps ce mouvement de fond. À long terme, c'est ce qu'on observe, et c'est ce qu'on va vraisemblablement observer dans les décennies à venir. Alors, on va se focaliser un petit peu plus sur les 30 dernières années, donc cette période où les changements ont été particulièrement importants, pour voir un peu plus dans le détail qui ça concerne, comment les choses ont évolué, et puis quel est le profil des personnes qui viennent et qui vivent en Belgique. Alors, on l'a déjà vu, j'ai déjà mentionné, mais je réinsiste là-dessus. En 30 ans, le stock de migrants, donc la population née à l'étranger qui vit en Belgique, elle a doublé. On était un peu en dessous d'1 million de personnes, on est à 2 millions de personnes 30 ans plus tard. Donc ce n'est pas négligeable pour un démographe, une population qui double en 30 ans, ça signifie une croissance rapide. Avec une population qui est en grande partie, enfin qu'il est de moins en moins, en grande partie issue de pays européens, on l'a vu tout à l'heure, France, Italie, Allemagne, Espagne, Pologne, Roumanie, mais de plus en plus aussi, population
originaires d'Asie et d'Afrique, et dans une moindre mesure d'Amérique latine essentiellement. Donc, doublement de la population migrante en Belgique. Pour les personnes originaires d'Asie, d'Afrique et d'Amérique, elle a été multipliée par 3. Pour la population européenne, multipliée par 1,7. Donc, on a à la fois une augmentation du stock, mais aussi une diversification des origines, avec davantage de personnes issues de pays, on va dire, du Sud, pour faire simple, et notamment d'Afrique. Je connais un peu mieux l'immigration africaine. Alors ici, c'est Afrique au sens large, hein, y compris Maroc, Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, mais l'immigration d'Afrique subsaharienne croît également fort rapidement, même si, en termes d'effectifs, on est sur des effectifs relativement faibles. Alors, malgré tout, hein, si on regarde ce graphique, on voit cette augmentation rapide. Quand on ramène ça à l'ensemble de la population de la Belgique, donc ici en bleu, j'ai rajouté les personnes nées en Belgique, donc les non-migrants, bon, ça remet un peu en perspective cette augmentation, ce doublement sur la population de la Belgique. Ça reste relativement modéré comme augmentation. Ça ne chamboule pas radicalement la population de la Belgique. Bon, on passe de 9% de personnes migrantes en Belgique en 1992 à 18% en 2022. Donc il y a une évolution sensible, il ne faut pas le nier, mais la population migrante reste quand même fortement minoritaire en Belgique. Autre évolution, population étrangère, je dis que j'en parlerai un petit peu moins, mais j'en parle un petit peu quand même. Elle augmente aussi, alors pas au même rythme, parce que ça dépend davantage justement des changements de nationalité. Et donc pendant longtemps en Belgique, l'accès à la nationalité était relativement simple ou direct, et donc la population étrangère n'augmentait pas, alors que la population migrée augmentait. Maintenant, ça devient un peu plus compliqué, et donc on reste migrant étranger pendant plus longtemps. Donc la population étrangère, elle augmente, moins vite, mais elle augmente, et elle est passée, elle a aussi presque doublé en une trentaine d'années, mais elle reste aussi minoritaire par rapport à l'ensemble de la population de la Belgique. Les personnes de nationalité belge sont en bleu sur ce graphique, et j'ai la même couleur que tout à l'heure, ici, les Européens, les Asiatiques et les Africains ci-dessus. Et puis, troisième population, j'en ai pas encore beaucoup parlé, mais là on voit des changements beaucoup plus importants, c'est la population dite d'origine étrangère. Donc je vous ai dit, 33% de la population en Belgique est d'origine étrangère, 40% dans le Hainaut. Et là, on a vraiment un mouvement, on est sur des pourcentages plus élevés, un mouvement très clair qui se dessine, avec la population qu'on qualifie parfois de belgo-belge, je ne suis pas un fan de ce terme, mais des personnes qui sont nées belges, de parents nés belges, qui diminuent. On était au-delà de 8 millions, on tend vers les 7 millions, et la population d'origine étrangère qui augmente sensiblement en Belgique. Ici, c'est depuis 2000, parce que c'est difficile de reconstituer ça sur des périodes plus anciennes. Mais donc, vraisemblablement, on va avoir une tendance qui se poursuit à ce niveau-là. Voilà pour cette historique. Je crois que j'ai encore un peu de temps. Et je vais me concentrer pour les 10 minutes ou une dizaine de minutes, il me reste, hein, c'est ça, 10 minutes qui me restent, sur quelques caractéristiques de la population immigrée en Belgique ou des flux migratoires, et puis sur quelques perspectives. Alors, je vais lire à votre place parce que je pense que c'est un peu flou, hein, en tout cas, ou alors c'est parce que j'ai pas mes lunettes, je ne sais pas. Voilà, j'ai pris ici, ça c'est des chiffres qui sont tirés du rapport de Myria, donc le Centre fédéral migration, qui chaque année publie un rapport sur un tas de sujets, mais notamment sur les migrations, que je vous conseille, c'est très très bien fait. J'ai pris les chiffres de 2019, parce que le rapport le plus récent
traite les chiffres de 2020, mais qui ne représentent pas du tout la période récente. 2020, on a eu une baisse très sensible de l'immigration liée au Covid. Donc j'ai pris les chiffres un peu plus anciens pour illustrer les entrées, les flux d'immigration en 2019. Plus de la moitié, même plus de 60%, sont des flux en provenance d'Europe. France, Pays-Bas, Italie, Espagne, et dans les pays d'Europe de l'Est, la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne, qui auparavant était un pays de provenance de beaucoup d'immigrants, qui a beaucoup baissé en Belgique. Donc maintenant, c'est la Roumanie, dans les pays d'Europe de l'Est, qui est le principal fournisseur, entre guillemets, de population immigrée. Mais donc 60% d'immigration en provenance d'Europe, 13% d'Afrique, au sens large, plus ou moins moitié-moitié d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord, avec Cameroun, Congo, qui sont les deux principaux pays de provenance en 2019, la Guinée aussi, mais les Guinéens viennent beaucoup via la demande d'asile et donc apparaissent un peu moins dans les statistiques officielles. 13% aussi de personnes qui viennent d'Asie. Alors l'Inde, c'est un des pays en forte croissance, un pays d'immigration en forte croissance en Belgique, l'Inde, mais aussi l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, l'Iran. Mais on reste sur des pourcentages nettement plus faibles que les pourcentages européens. Et puis une immigration aussi de Russie, d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, mais qui est plus modérée. Donc ça c'est voilà, le portrait des origines, des pays d'origine en 2019. Alors, ici, sur ce graphique, bon, il y a beaucoup de choses, hein, un peu difficiles à lire, mais il y a notamment la proportion de femmes dans ces flux. Et donc, un phénomène qu'on observe globalement, mais qui reste quand même relativement modéré, c'est une féminisation de l'immigration, donc de plus en plus de femmes qui immigrent dans les flux migratoires, et c'est notamment lié au regroupement familial, pas uniquement. Il y a aussi ce qu'on appelle parfois de la migration féminine autonome, de nouveau, c'est pas moi qui ai inventé le terme. Et globalement, dans les flux, il y a plus ou moins moitié-moitié, moitié d'hommes, moitié de femmes, sauf de certaines origines. Si vous prenez l'Europe de l'Est, c'est une migration très majoritairement masculine, provenance de Roumanie, et notamment des personnes qui travaillent beaucoup dans le secteur de la construction, pas uniquement, hein, mais ce qu'on voit dans les statistiques aussi. Et puis d'autres flux d'Asie de l'Est, par exemple, Philippines, Thaïlande, beaucoup plus féminins. On est à 60-65% de femmes, mais dans les autres flux, c'est plus ou moins équilibré. Et puis dernier point sur lequel je veux insister ici aussi, c'est l'âge. On en parle souvent, parfois comme une solution, entre guillemets, au vieillissement de la population. L'immigration pourrait ralentir le vieillissement de la population. Et c'est vrai que les personnes qui immigrent en Belgique sont plus jeunes que la population belge en moyenne. Donc, dans les chiffres ici, on situe entre 25 et 30 ans en moyenne. Donc les personnes, quand elles arrivent en Belgique, les personnes issues de ces pays, quand elles arrivent en Belgique, elles ont entre 25 et 30 ans en moyenne. L'âge moyen de la population belge, c'est 42 ans. Donc ça a tendance effectivement à réduire l'âge moyen, à ralentir un petit peu le vieillissement, mais il n'y a pas de miracle. Les personnes qui arrivent en Belgique vieillissent aussi. Et donc ça peut avoir un effet de ralentissement, mais ça ne va pas radicalement changer la trajectoire de long terme de la Belgique en termes de vieillissement. C'est aussi une lame de fond contre laquelle il n'y a pas énormément de choses à faire. Et quelque part, c'est le signe d'un succès. Hein. Le vieillissement, c'est la lutte contre la mort, comme disent parfois les démographes. Donc, voilà, il ne faut pas espérer ou trop compter sur l'immigration pour lutter contre le vieillissement. Alors, deuxième point sur lequel je voulais passer quelque temps, c'est les motifs de migration. Alors, il faut savoir ici que ce dont on dispose dans les statistiques, ce sont des motifs qu'on va qualifier d'administratifs.
C'est-à-dire c'est ce que les personnes déclarent pour obtenir le visa, et on rentre dans des grandes cases. On vient pour les études, pour le regroupement familial, pour le travail, pour des raisons de protection internationale, donc demande d'asile, réfugiés. C'est évidemment quelque chose de très réducteur qui ne correspond pas nécessairement à ce qu'on observe dans des enquêtes. Donc on a fait des enquêtes, notamment, on en parlait tout à l'heure, auprès des personnes d'origine africaine en Belgique. On n'a pas nécessairement les mêmes résultats que les résultats administratifs. Et souvent, les choses sont évidemment plus compliquées que venir pour une seule raison. Mais si on veut des chiffres exhaustifs, on doit se contenter de ces chiffres-là, et ça donne quand même une bonne idée des grands contrastes. Alors, on va souvent distinguer les personnes des pays tiers, donc non européens, qui ne font pas partie de l'Union européenne des 28 à l'époque, puisqu'on était en 2019, et les citoyens de l'Union européenne. Et donc, pour les personnes issues de pays tiers, une grande partie des motifs de délivrance de visa, de titres de séjour, les premiers titres de séjour, sont liés au regroupement familial. Donc, des raisons liées à la famille. C'est regroupement familial, mariage, donc regroupement familial au sens large du terme, principal motif de migration. Le deuxième, ce sont les études, éducation, et essentiellement les études supérieures, baccalauréat, master, doctorat. Donc 17% de l'immigration en provenance de pays tiers liée aux études. Troisième sont les activités économiques, donc le travail, des personnes qui viennent avec un visa permettant pour travailler. Donc c'est peu, c'est très peu. Et en réalité, si on regarde dans des groupes plus spécifiques, parfois c'est très 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 peu. Donc les personnes qui viennent avec des visas de travail, ce sera plutôt des Américains, des Japonais, des Indiens dans le secteur informatique. Quand vous regardez parmi la population d'origine africaine, ceci est beaucoup plus faible. Ce n'est pas que les personnes qui viennent ne veulent pas travailler, c'est qu'on ne délivre pas ou délivre beaucoup moins des titres de séjour pour le travail à certaines populations. Et puis, protection internationale et autres motifs qui représentent un quart de l'immigration. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, les demandeurs d'asile sont quand même assez nombreux. L'année passée, il y avait 36 000 demandes d'asile en Belgique. Si on compare ça au flux migratoire classique, on va dire, autour de 150 000, donc ça fait quand même plus ou moins entre 20 et 30% qui n'apparaissent pas dans ces flux et qui n'apparaissent ici que quand elles obtiennent le statut de réfugié ou éventuellement quand les personnes sont régularisées pour une autre raison. Et donc, ceci sous-estime quand même assez largement l'immigration liée à l'asile. Ça, il faut bien s'en rendre compte. En Europe, la situation est différente. Le principal motif, pour les personnes venant d'Europe, le principal motif de migration sont des raisons liées aux activités économiques, au travail, pour faire simple. La famille représente à peu près un quart, et ensuite les études et les autres raisons, environ 20%. Donc, ce sur quoi je veux insister ici, c'est que selon son origine, en fait, on ne vient pas pour les mêmes raisons, mais en partie, c'est pas tellement parce qu'on ne veut pas venir pour les mêmes raisons, mais en partie parce que les possibilités de migration sont très différentes en fonction de son origine. Et ça ne veut bien sûr pas dire que les personnes qui viennent pour la famille ou pour des études ne vont pas travailler à un moment donné, plus tard, même si la tendance, en tout cas pour les personnes qui viennent pour le regroupement familial, c'est d'un petit peu rendre les choses plus compliquées. Pour les études, maintenant, les choses changent. Voilà, donc les personnes qui viennent pour ces motifs vont aussi travailler, mais pas souvent facilement ni directement. Alors, autre point sur lequel je voulais passer un peu de temps, c'est la localisation, où vivent finalement les personnes migrantes ou d'origine étrangère ou étrangère en Belgique.
Et de nouveau, ça va dépendre, la réponse va dépendre un peu de la manière dont on définit la population. Si on prend ici tous les migrants en Belgique, toutes origines confondues, donc y compris français, hollandais, allemands, on voit deux choses qui se dessinent. Et ça, on le verra toujours. Bruxelles, donc la région de Bruxelles, c'est vraiment le lieu de concentration. C'est là que la proportion de personnes migrantes ou d'origine étrangère ou étrangère est la plus élevée. Et ça, on voit partout. Ce sont les villes, et en particulier les grandes villes, qui attirent le plus les migrants pour différentes raisons, mais notamment parce qu'il y a des réseaux de compatriotes qui sont là pour accueillir, il y a de l'emploi ou potentiellement de l'emploi, il y a des quartiers susceptibles de loger les personnes, les primo-arrivants peut-être plus facilement. Et puis on voit aussi que les frontières, c'est pas étonnant, hein, sont aussi des lieux potentiellement il y a plus de personnes immigrées, mais ici ce sont vraiment des personnes de pays voisins, hein, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France. Alors quand on prend les personnes uniquement non européens, enfin issus de pays non européens, on voit toujours Bruxelles qui se distingue clairement. Et puis pour revenir sur la région ici, Charleroi, Mons, qui ont des couleurs un petit peu plus foncées, on est autour de 10-15% de migrants dans les communes urbaines du Hainaut, Tournai aussi. Donc bien en dessous de ce qu'on observe à Bruxelles, où on a 30, 40, 50, 60% parfois de personnes migrantes dans la population. Et puis dernière carte, et là qui fera ressortir peut-être mieux l'histoire migratoire de la région, et notamment l'immigration italienne, mais aussi turque et marocaine. Ceci, c'est une carte qui représente la population d'origine étrangère, donc soit nés étrangers, soit avec au moins un de deux parents nés étrangers. Et là, on voit bien la région ici, hein, où on a des couleurs plus foncées. On est à 40, 50% dans certaines communes, 60% de population d'origine étrangère, à Mons, à Charleroi, à la Louvière. Et donc, y compris les personnes italiennes dont vous parliez tout à l'heure, ici on met tout le monde dans la même statistique, quel que soit le pays d'origine. Et puis on voit bien sûr Liège aussi qui ressort, et toutes les communes aux alentours de Liège. Alors dernier point, je sais que c'est un sujet potentiellement sensible, mais qui est quand même une réalité incontournable quand on parle de l'immigration en Belgique, et en général en fait, hein, c'est pas spécifique à la Belgique, sauf que la Belgique est un très mauvais élève dans le domaine. C'est la question de l'intégration sur le marché du travail des personnes étrangères ou immigrées ou d'origine étrangère. Et donc récemment, UNIA, j'ai oublié de mettre la source, enfin elle est ici, UNIA publie ce qu'on appelle le monitoring socio-économique, qui compare les populations d'origine étrangère avec les populations dites belgo-belges en matière d'éducation, en matière d'emploi, en matière d'intégration. Et ce qu'ils ont montré, donc ça c'est pour 2019, mais c'est des choses qu'on sait depuis assez longtemps, et malheureusement ça évolue assez lentement, mais ça évolue, c'est que certaines populations d'origine étrangère, et ici populations d'origine maghrébine, Afrique subsaharienne, connaissent des taux de chômage bien plus élevés. Donc ici, là sont les hommes et à droite les femmes. Donc c'est le taux de chômage, on est autour de 15%, des taux de chômage bien plus élevés que la population dite belgo-belge, où on est à 3-4% de taux de chômage, et que l'ensemble de la population en Belgique. Et donc ça, voilà, ça fait des années, des décennies en fait, hein, que c'est mis en évidence,
qui a des taux d'emploi plus faibles, des taux de chômage plus élevés, qui sont liés à toute une série de facteurs, certains qui sont assez bien documentés, des problèmes de discrimination, des problèmes de qualification, des problèmes de connaissance de la langue, et qui persistent depuis longtemps, des problèmes de reconnaissance de diplômes aussi, notamment un sujet sur lequel j'ai travaillé, parmi la population d'Afrique subsaharienne. En fait, un facteur fondamental pour avoir un boulot en Belgique quand on vient d'Afrique subsaharienne, c'est d'avoir fait des études en Belgique. Ça booste les chances d'avoir un emploi par rapport à des personnes qui n'auraient pas fait leurs études en Belgique. Alors, pour conclure sur ce portrait, et puis il restera quelques minutes pour des questions si vous en avez, je reviens avec un petit graphique du Bureau du Plan. Donc, le Bureau du Plan, c'est l'organisme en Belgique qui fait notamment les projections démographiques, qui estime, qui devine, diraient certains, comment la population va évoluer en Belgique en faisant des hypothèses. Et selon le Bureau du Plan, c'est vraisemblable, ça va peut-être pas être comme ça, dans le siècle ou les prochaines décennies, le solde migratoire va vraisemblablement rester très positif, le solde naturel va potentiellement être négatif, et donc le futur de la croissance démographique en Belgique, c'est l'immigration. Et de nouveau, je répète, c'est pas spécifique à la Belgique, c'est un mouvement de fond dans les pays européens. Et donc cette diversité des origines, elle va s'amplifier dans les prochaines décennies. Alors, en résumé, ce que je viens de dire, on a une population migrante croissante, en forte augmentation. C'est un mouvement de fond. Donc, il y a des politiques qui ont un impact, il y a des impacts d'événements majeurs, guerres, crises à l'extérieur qui font qu'il y a des fluctuations ou des mouvements plus ou moins importants certaines années. On l'a vu pour l'Ukraine, mais la tendance de long terme, c'est une augmentation des immigrations, une augmentation du solde migratoire et une diversité croissante qu'on appelle parfois la superdiversité. Je n'ai pas mentionné le chiffre de Bruxelles, mais à Bruxelles, on a à peu près 70%, voire même un peu plus, de la population qui est d'origine étrangère. Donc Bruxelles, c'est vraiment un exemple de cette superdiversité avec une population très largement, majoritairement issue de l'immigration. Et on est donc, comme je disais tout à l'heure, dans un brassage de population qui est en marche. Alors pas nécessairement la première génération, mais on voit assez rapidement, deuxième génération, troisième génération, il y a de plus en plus de mariages entre personnes issues de différentes communautés. Mais, et comme je disais tout à l'heure, la Belgique, c'est un mauvais élève dans le domaine. Il y a des inégalités quand même assez fortes qui persistent, notamment quand on compare les personnes issues de pays dits du Sud par rapport aux autres, en matière d'emploi, mais pas uniquement en matière d'emploi. En matière, j'ai pas mal travaillé aussi sur la question des trajectoires administratives, obtention de titres de séjour, période sans titre de séjour. Il y a énormément de difficultés qui sont observées. Il y a des progrès à certains niveaux, mais pas dans tous, et donc il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là pour une meilleure inclusion de toutes les personnes issues de l'immigration en Belgique. Voilà. Ma présentation se termine ici. J'essaie de ne pas me casser la figure. Merci beaucoup pour cette cartographie. Je m'apprêtais à pointer quelques éléments, mais vous avez fait un résumé qui sera meilleur que celui que moi je pouvais faire. Donc, il nous reste 7-8 minutes pour des questions. Et donc, le principe est le suivant. Vous levez la main, un micro devrait arriver. Voilà, je vois que Nicolas... Ah ben non, mais je crois que Nicolas, il en a deux, donc ça fait... Vous pouvez même poser deux questions en même temps. Mais c'est maintenant. Ah oui, Xavier. Voilà, merci pour cette approche, mais je crois qu'en termes d'immigration, hélas, enfin, ce qui se joue, ce n'est plus tant
les caractères scientifiques, mais c'est le caractère émotionnel. Et donc c'est vraiment ça qui joue. Un latino-américain qui vient, c'est sympathique. C'est bien, il connaît un peu, il y a les Andes. Un asiatique, ça va. Mais quand on a affaire à un maghrébin qui est musulman de surcroît, ça ne passe plus, alors qu'ils sont peut-être minoritaires. Et donc il y a tout ce facteur-là qui me semble presque dépasser tout ce qui peut être, on peut sortir les chiffres, c'est ce facteur-là qui me semble très très difficile à dépasser. Oui, alors une petite réponse. Mon défaut de démographe, il y a aussi des chiffres sur ces questions-là. Donc il y a des enquêtes qui sont faites sur les attitudes par rapport à l'immigration. Et alors on peut effectivement pas nier qu'il y a une partie de la population qui a des attitudes très négatives et que les attitudes varient en fonction de l'origine. Donc on pose des questions. Est-ce qu'il faudrait autoriser des personnes qui viennent de pays non chrétiens à venir, positionnés sur une échelle 0 à 10. Et donc on voit effectivement que la population a des attitudes à géométrie variable en fonction des origines. Cela dit, c'est l'enquête sociale européenne qui montre ça. Il n'y a pas une détérioration ou un changement radical dans les attitudes par rapport à l'immigration. On est plus ou moins, sur une échelle de 0 à 10, on est plus ou moins autour de 5, et c'est relativement stable en Belgique. Et ce qu'on voit en Belgique, mais dans d'autres pays aussi, c'est que les personnes les moins favorables à l'immigration sont les personnes qui vivent dans des zones un petit peu à l'écart de l'immigration. Alors que dans les zones comme Bruxelles ou même enfin, les grandes villes, on est beaucoup plus favorable, on a des attitudes beaucoup plus favorables à l'immigration. Alors pour diverses raisons, parce que soi-même on peut être issu de l'immigration, on va avoir des parents issus de l'immigration, mais aussi parce qu'on a des contacts et qu'on est vraisemblablement moins dans le fantasme ou la peur par rapport à l'immigration. Mais on ne peut pas le nier, il y a toute une partie de la population qui est réfractaire et qui le sera, et qui a des... Voilà, comme vous dites, des réactions parfois un peu émotionnelles. Chacun son avis. Oui, c'est peut-être une question naïve, mais vous avez parlé des raisons non exhaustives. Les gens arrivent pour différentes raisons, voilà, qui leur permettraient sans doute effectivement pouvoir rester chez nous. Mais alors en effet, ce que j'aimerais savoir, c'est justement ce mouvement maghrébin, la raison, parce que vous avez parlé des Italiens qui sont venus pour le charbon et pour les mines. Les Marocains, par exemple, je dis Marocains, mais c'est sans... voilà, je ne connais pas vraiment la raison, parce qu'au Maroc, j'ai l'impression que tout va bien, donc je me demande pourquoi ces populations musulmanes sont tentées de venir en territoire chrétien, je vais dire... Enfin, maintenant, c'est peut-être un peu... Voilà, je me pose la question. Alors, justement, historiquement, enfin, on peut remonter au début du XXe siècle, déjà dans les années 1920-1930, il y avait de l'immigration maghrébine, mais qui venait aussi en partie via la France, travailler dans les mines aussi. Après, donc 1956... c'est une période charnière puisque l'immigration italienne a été fortement ralentie, notamment suite à la catastrophe de Marcinelle. Et à ce moment-là, la Belgique a signé des accords avec d'autres pays pour, comme je disais tout à l'heure, importer de la main-d'œuvre étrangère. Et le Maroc, l'Algérie, la Tunisie faisaient partie de ces pays, la Turquie aussi. Et donc, au départ, l'accélérateur, je veux dire, de l'immigration nord-africaine, c'est à l'initiative de la Belgique pour travailler dans les mines, pas uniquement dans les mines, mais notamment dans l'industrie sidérurgique et d'autres industries. Et puis progressivement, c'est le regroupement familial qui a pris le dessus, entre guillemets, donc qui a contribué à alimenter l'immigration nord-africaine. Les études aussi, dans une certaine mesure, mais quand même surtout le regroupement familial. Et comme je disais tout à l'heure, depuis une dizaine d'années, 2011, il y a eu un ralentissement assez sensible de l'immigration marocaine et turque en particulier,
avec une réforme de la politique de regroupement familial. Et pour dire les choses simplement, c'est devenu très difficile de se regrouper avec des ascendants, des parents, alors qu'avant c'était assez fréquent, et le mariage avec des personnes qui vivent au Maroc ou en Turquie, entre des personnes qui vivent en Belgique et des personnes qui vivent au Maroc ou en Turquie, est aussi beaucoup plus compliqué. Mais ça reste quand même une immigration relativement dynamique, on va dire, par rapport aux autres. Et donc voilà, de nouveau, il y a une grande part de l'immigration aussi s'explique par le fait qu'il y ait déjà une population originaire du pays dans la destination. Donc si vous avez beaucoup de personnes, je vais changer d'origine par exemple congolaise en Belgique, ça facilite la migration de personnes qui sont au Congo parce qu'elles ont de l'information, elles ont des personnes qui peuvent les accueillir, potentiellement un regroupement familial. Donc il y a un effet boule de neige, entre guillemets, de l'immigration en fonction de l'origine. On a le temps pour une dernière question. Il y a 3 mains qui se lèvent, je vais prendre la première qui s'est levée, désolé. Il y a la pause après, vous pouvez poser des questions à moi. Vous avez dit que la population étrangère ne rajeunissait pas tellement la population belge. Mais en tout cas, pour la première génération, ils ont quand même plus d'enfants. Est-ce que ça n'est pas quand même un accélérateur de la baisse de la moyenne d'âge? Oui, alors ça dépend de nouveau des origines. Si on compare la population européenne, pas nécessairement, voire moins d'enfants, population originaire de pays du Sud aura plus d'enfants, mais pas nécessairement beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'il y a l'effet fécondité, on en parlait tout à l'heure, donc nombre d'enfants qui peut aussi contribuer au rajeunissement de la population. C'est pas vraiment un rajeunissement, mais en tout cas un moindre vieillissement, c'est exact. Mais ça ne, voilà, de nouveau, si on met ça dans la tendance de long terme, ça ne renversera pas la tendance, mais ça va la freiner un petit peu. Et donc à Bruxelles, par exemple, hein, on voit effectivement que la natalité est en partie expliquée par un nombre d'enfants par femme qui est un peu plus important parmi les personnes issues de l'immigration. Il va y avoir une tendance maintenant à aller vers le café, mais juste avant, je propose qu'on vous applaudisse pour les réponses. Vous avez appelé pour la conférence, on peut recommencer, mais je propose qu'on vous applaudisse pour les réponses aux questions. Merci beaucoup. Merci.